Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Radio Fringale, ça y est, on y est, dernière ligne droite en direction du Giro, premier grand tour de l'année, et avant de vous présenter ce dont on va parler ce soir et les personnes qui m'accompagnent pour cette magnifique émission, n'oubliez pas, gros objectif, 1000 abonnés pour le Giro, à l'heure où on enregistre, on est à peu près 900, il nous reste 100 abonnés à pousser pour atteindre ce sublime objectif qu'on attend depuis si longtemps, alors surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, à faire tourner l'émission si elle vous plaît. Et sans plus attendre, le menu pour ce soir, c'est l'étape où tout va se jouer. C'est un concept qu'on a lancé l'année dernière sur le Tour de France. Coup de chance, on avait eu la bonne étape, donc on va en présenter 3. L'année dernière, on avait réussi à deviner, et c'est très rare sur Radio Fringale qu'on se plante pas sur les pronostics, que l'étape du Granon allait être l'étape sur laquelle le Tour allait jouer, et on avait vu bien juste parce que c'est une des étapes les plus dingues du 21e siècle. Ce soir, pour m'accompagner et pour parler de ces 3 étapes potentielles sur lesquelles le Giro pourrait se jouer, Raphaël. Salut Raph, comment vas-tu ? Ça fait un bail qu'on t'a pas vu, mon pote. Salut les potos, ouais, ça fait un bail, j'étais sur la route, toujours sur le vélo. Ouais. D'ailleurs, pensez à vous alimenter, sérieusement. Ça m'arrive assez souvent de me le dire sur le vélo, putain, il aurait fallu que je m'alimente. Si j'écoutais un podcast, là, il y a des mecs qui en parlent tout le temps, merde. Grave. Et puis du coup, trop content de pouvoir parler de l'étape qui va voir la plus belle fringale cette année. Ouh, une étape à fringale pour toi, du coup. Ah, peut-être. Ok, t'as prévu de nous parler de Simon ou c'est comment ? Voilà, Simon, il sera dans le prochain top 10 des fringales du 21e siècle. Ok, ça roule. Bah, puisque tu parles de top 10, ce soir, on a le fameux duo d'écrase les pédales réunis avec moi. C'est Poppy qui va nous accompagner. Salut Poppy, comment tu vas ? Salut à tous, ça va très bien. Petite rupture de 2 semaines, mais pas comme Pogacar au poignet, rupture parce que c'était les vacances. Okay. Du coup, 2 semaines de vacances qui ont permis de suivre un petit peu les courses de vélo qu'il y avait. Grand classique Besançon, autour du Jura, enfin c'est belles courses de chez nos nous. régions. Ouais, de chez nous. Nous rendre fiers un peu, tu vois. Mais ouais, voilà, 2 semaines pour se reposer et puis repartir d'attaque là pour la suite de la saison. Bah c'est vrai que là on rentre dans le dur, on en parlait rapidement l'autre jour à la débrief où c'était la preview de l'Amstel, je sais plus, de se dire en fait dès que les Ardennaises sont finies on a l'impression qu'on a une grosse autoroute direction le Tour de France. Bah c'est presque un peu ça, mais en attendant de toute façon pour commencer à se régaler, on a ce Giro qui arrive. Alors le Giro ça va être avant le début, un dispositif de 3 émissions normalement, celle du jour, une autre où on va parler des favoris, puis une troisième où on parlera des petites pépites, ou en tout cas de ceux qui pourraient briller sur ce Giro, pas forcément en tant que favoris, mais qui vont animer la course. Ensuite, ce sera le retour des Fringales Live, des Fringales Quiz, tout ça, vous connaissez, dispositif de live tous les 3 jours généralement pendant le Giro, et puis après on prendra comme d'hab notre traditionnelle petite pause pré-Tour de France pour tout péter en juin-juillet. Messieurs, concept de l'émission, je le rappelle. Alors, on va présenter chacun notre tour une étape qu'on a choisie soigneusement, alors à la fois parce que son parcours s'y prête, à la fois parce qu'on est extrêmement de mauvaise foi, à la fois parce qu'on a un petit coup de cœur pour l'étape, et du coup, on va expliquer pourquoi c'est sur cette étape que le Giro va se jouer, va être renversé, va être brinque-ballé, etc., etc. Je commence par mon étape, messieurs, ou vous voulez... Vas-y, mon grand. Ouais, en plus, nous rêver. Je vais donner un petit spoil, mais si on les fait dans l'ordre chronologique, c'est à moi de débuter. Donc moi, messieurs, j'ai choisi l'étape 1, parce que je pense que... Non, le salaud, j'allais le dire, calmez-vous. Le prologue parce que clairement, cela dit, on aurait pu faire un gros truc en mode c'est l'étape où tout va se jouer, puisque Remco va prendre le maillot au prologue et va pas le lâcher jusqu'à la fin, quoi. Ça aurait pu... Bon, attention, c'est quand même Roglic en face. C'est quand même tonton Roglic, tout à fait. Eh bien moi, messieurs, je vais vous présenter l'étape 13. Étape 13, donc qui part de Borgo Franco d'Ivrea pour arriver à Crans-Montana. Une étape de plaine, de transition, avec seulement 3 cols, dont le Saint-Bernard, la Croix de Cœur, et qui arrive au sommet de Crans-Montana. Alors, ce qui est formidable avec cette étape, c'est que si vous regardez juste la bosse de la fin, on dit la bosse parce qu'on est des bêtes, mais en vrai, c'est un sale col, vous vous dites, en fait, l'arrivée, elle est tranquille, c'est quand même pas le pire. Enfin, je veux dire, l'arrivée, c'est quand même un col de 13 bornes à 7,2% de moyenne sur tout le col. Voilà.
Juste voilà. Et Ok. ça c'est la bosse la Ah. plus sympa. Hein. C'est le moment où on va se détendre les cuisses. Parce que juste Ouais, avant, c'est ça, ouais. on a le col Croix de Cœur. Bon, bah là, c'est 15 km 4 à 8,8% de moyenne, avec les 4 derniers kilomètres à 10,3% de moyenne. Hein. Petit passage à 13% dans les dernières bornes, histoire de se mettre un peu en danseuse si le lactique est dans les cuisses. Et juste avant ça, en guise d'échauffement, bah on a un petit col de seulement 34 km. Hein, 34 km, rien de bien méchant, qui passe au sommet à 2469 mètres. Le Grand Saint-Bernard, avec quand même une dernière partie. Alors c'est cool, hein, parce que du coup, la dernière partie du Grand Saint-Bernard, bah, elle fait 10 bornes. Voilà, c'est le dernier tiers. C'est si jamais vous avez encore. Donc, la dernière partie du col, une petite partie de seulement 10 bornes, avec un passage à 18% et 7,6% max. Donc une étape où, spoiler alerte, 5100 mètres de dénivelé, 207 km en tout, ça va grimper et là, il faudra s'être alimenté. Hein. C'est ça aussi, si on a un profil d'étape fringale, on est vraiment là. Alors déjà, pourquoi cette étape ? C'est une étape qui s'annonce extrêmement difficile. Ensuite, au vu du programme du Giro, j'ai quand même l'impression que c'est la vraie grosse première étape de montagne. Et alors, pourquoi je l'ai choisi ? Bah écoutez, moi je vois un peu le scénario suivant sur ce début de Giro. Un peu un scénario comme le début de Vuelta. Je vois bien Remco arriver très en forme, très fort, marqué de son empreinte directe le début de ce Giro en peut-être remportant le prologue, en étant très dominateur sur ces étapes où il y aura des bosses mais c'est pas encore de la haute montagne, ou enfin voilà. Je le vois bien prendre la main et qu'on se dise ah bah ça y est c'est foutu. Et cette étape 13, je la vois bien comme le tournant de les Jumbo, ils nous l'ont fait sur le Tour l'an dernier, tout péter sur une étape ils savent faire, et juste tonton Roglic il fait moi pour une fois, j'ai pas fait le gland de vue, je vais être en forme sur la fin, et là j'atteins seulement mon pic de forme dans ce Giro, et clairement, Remco, je vais te montrer qu'en fait quand il y a de la haute montagne et quand il y a des grands cols, c'est moi le patron, et du coup je vois bien, alors pas forcément Roglic éclater Remco sur cette étape, mais je vois bien peut-être la balance s'inverser à partir de cette étape-là. Alors, pas forcément pour dire que Remco finira par perdre le Giro ou autre, mais je vois bien à ce moment-là vraiment la concurrence surlancée, le suspense surlancé, et du coup, Roglic, hein, on peut le dire, parce que je vois quand même bien un duel Remco-Roglic, hein, les collègues auront l'occasion d'en parler pendant l'émission sur les favoris, mais je le sens bien comme ça. Eh bien, je vois bien une tendance s'inverser, je pense que l'étape, elle est parfaite pour ça. On sait que s'il y a des grandes offensives qui peuvent se lancer, bah Jumbo, ça leur fait pas peur, ils l'ont montré l'an passé, alors bon, les circonstances seront différentes, il y aura peut-être pas deux leaders dangereux, etc. Mais quand même, et puis putain, il y a de la matière en fait. Remco, on se disait, est-ce qu'il s'est vraiment testé en très haute montagne sur des très grosses étapes ? Bah, j'ai l'impression que par exemple cette étape, elle est quasiment supérieure à toutes les étapes qu'il a pu avoir l'année dernière sur la Vuelta, où on l'a vu se tester quand même sur de belles étapes de montagne, mais où il n'y a pas eu des passages vraiment monstrueux. Bah là, je pense que l'enchaînement Saint-Bernard, Croix de Cœur et l'arrivée à Crans-Montana, ça va être du très très lourd. Et du coup, je vois bien cette étape comme le premier pas du retour de Roglic dans la course au maillot rose. Et vous pouvez me faire confiance, hein, j'ai du flair. Hein. L'année dernière, j'avais pronostiqué Granon, moi. Hein. J'étais là, hein. J'étais présent. Hein, voilà. Et puis alors, est-ce que tu vas avoir la même chance cette année ? Alors, je vais vous dire, j'en sais rien. En plus, c'est la 13e étape, le Granon, non ? Peut-être. Attends, il faut aller regarder 14. parce que si c'est le cas, c'est le. 14. Les Illuminati sont avec nous. Attention, les étapes 13. Je sais pas, faut regarder. Mais par contre, moi, je fais un bon pronostic tous les 6 mois. Donc, j'avais pronostiqué le Granon. 6 mois après, dans notre triple couronne, j'ai pronostiqué que Pogacar allait fumer Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Et ce, malgré l'avis de mes collègues Van Der Poel fanboy. Donc voilà, c'est peut-être le moment. Ça fait à peu près 6 mois. C'est la 11e, le Granon. C'est la 11e. Ah, putain. Pas loin. Il n'y a donc pas Désolé, de prophétie de la 13e étape. Bon, alors Bah attendez, non. Et allons puis, voir. je pense que la prophétie des 6 mois, elle va s'arrêter au deuxième 6 mois, en fait. Et puis je pense que la prophétie de la 11e étape du Giro égale l'étape du Granon où tout se joue, à moins d'une grosse chute. À mon avis, c'est fort, hein, parce que la 11e étape du Giro. Voilà. Bah oui, bah écoute, Raph, moi je lance ça comme ça en l'air. Je vous dis, Je sais pas. misez cette Vous étape. voulez que je vous explique pourquoi pas du tout ? Ah bah ouais, de ouf. Parce que pour moi, pas du tout. Ah. Mais alors, pas du tout. Pour moi, c'est
Vraiment, alors déjà, c'est une étape qui est pas piégeuse. Qui est pas piégeuse du tout, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que t'as 3 ascensions, tu sais qu'il va falloir bouffer correctement. Ça monte, ça descend, une longue plaine, et puis une dernière montée qui est pas si dure que ça au final, parce que bon, nous, tu nous mets dedans, évidemment qu'on tire la langue, mais eux, 7% de moyenne, c'est pas non plus. Enfin, pour les très bons grimpeurs, je veux dire, on a vu comme Remco et Roglic, parce que c'est d'eux qu'on parle, hein, ont été où c'était serré dans le Tour de Catalogne, ça s'est joué au bonif. Je pense pas que sur une ascension comme celle-ci, comme Crans-Montana, je veux dire, tout puisse se jouer. Le col du Grand Saint-Bernard, il est long, effectivement, il monte très haut, mais comme dit, il est vraiment pas très dur. Et ça, c'est, enfin, pour des grimpeurs, ça, c'est pas dur, quoi, c'est bidon. Enfin, ils vont passer. Mec, tu forces, arrête. Non, bon, c'est bidon, c'est un peu abusé, mais ils vont passer. Voilà, c'est à moins de 100 bornes. Ils auront fait moins de 100 bornes au sommet. C'est pas dans le Grand Saint-Bernard que ça va se jouer. Le col de la Croix de Cœur, il pourrait être intéressant en rampe de lancement s'il n'y avait pas cette monstrueuse et faramineuse descente derrière et ces 25 bornes de plat, de plaine, qui vont, je pense, freiner les ardeurs des plus motivés. Parce que 20 bornes tout seul, quand t'as l'équipe du leader derrière qui va rouler, parce qu'en fait c'est pas le Grand Saint-Bernard qui va faire du tri, et ben en fait tu vas te faire rattraper et tu vas te faire bousiller, et c'est tellement tôt dans le Giro que je pense qu'ils vont pas se découvrir si tôt, et que même l'étape n'est pas forcément propice à ce que le Giro s'y joue, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Poppy, mais... Ouais, moi je suis un peu entre les deux parce que en fait je me dis c'est une étape qui peut nous régaler comme une étape qui peut nous décevoir. Enfin nous décevoir, je pèse mes mots je pense, mais ça peut être un peu à l'image de ce qu'on a vu sur le Tour de Catalogne, une étape qui se joue en fait dans les 150 derniers mètres du dernier col, parce que les autres montées ont pas été assez, ne permettent pas en fait de se lancer si loin, à moins qu'il t'appelle Pogacar ou Schleck à la limite, mais voilà. Et en fait, je pense que ce col de Saint-Bernard, Raph l'a dit, c'est un col qui va être très roulant, donc au final, voilà, ça va être vraiment tranquille. La Croix de Cœur, c'est beaucoup trop loin de l'arrivée, et surtout le profil de ce qu'il y a derrière permet pas de partir en solitaire comme ça. Et d'un autre côté, je me dis que tu peux avoir, faut monter à quasiment 2500 mètres, faut redescendre, faut remonter. Il suffit que tu sois pas forcément en jambe dans la Croix de Cœur et que l'un des favoris mette une attaque dans le dernier col, tu peux quand même aller perdre 1 minute 30 déjà. Ça peut faire mal au moral, tu peux te dire que ton Giro est pas fini peut-être, mais qui en tout cas se profile très très mal. Donc pour moi, c'est un peu une étape qui tout double. On a un peu pour moi, je vois ces deux scénarios-là arriver. Donc, en tout cas, si dans le dernier col, par contre, il y a une attaque qui joue au sprint dans les 150 derniers mètres, je vois quand même plus le duel, par exemple, Remco-Roglic qu'on attend presque tous, on en reparlera, mais je vois quand même les outsiders, en fait, perdre du temps sur les gros favoris, mais pas de gros changements en tête du classement général, en tout cas. Moi, messieurs, j'avais annoncé l'année dernière en haut du Granon que celui qui serait en jaune en haut du Granon gagnerait le Tour de France. Et là, j'annonce que celui qui lèvera les bras en haut de Crans-Montana remportera le Giro. Voilà, c'est dit. il veut faire le spectacle, quoi. Mais et bien que sûr, Pinot gagne. Mais par contre, en vrai, moi je suis pas d'accord avec vous, et je pense que ça m'a redonné espoir aussi dans le cyclisme, ce dernier Tour de France. Alors ouais, ok, il y a de la vallée entre Croix de Cœur et Crans-Montana, mais je peux vous dire que clairement, si les Jumbo ils sont en retard, et ça pourrait clairement arriver au vu du début de parcours, au vu de la forme étincelante qu'on a vu de Remco ce week-end. Bon, après, voilà, bien sûr. Mais Remco, il aura pas l'équipe pour faire comme la Jumbo avait fait l'année dernière au Granon. Hein. Non, mais par contre, Roglic, il aura l'équipe pour faire comme ça. Il lui manquera peut-être juste, en effet, un deuxième gars, enfin, juste capable de gagner. Mais je veux dire, Roglic, on l'a déjà vu, hein, sur la Vuelta, il y a 2 ans, quand Bernal y part et qu'il lui colle au cul, alors que c'est le début de l'étape, qu'il a encore 3 coéquipiers qui pourraient très bien et qu'il est là. Non, mais moi, j'y vais, hein, si le deuxième, il veut partir. S'il faut faire le cadet et faire des dingueries et qu'il a les cannes, il sera capable de le faire. Et je pense vraiment que, bien sûr, il y a en effet cette espèce de plaine entre les deux cols. Il y a quand même 20 bornes où il faut rouler entre le pied
la descente pardon du Croix de Cœur et le pied de Crans-Montana, 24 par là. Mais par Ouais, contre, celle-là, elle va faire ultra mal parce qu'ils auront déjà plus de 4000 mètres de dénivelé dans les jambes. Si tu as attaqué l'autre et que finalement tu tu te retrouves entre leaders, tout le monde va rentrer. Mais si tu t'es déjà astiqué, et mec, il y a quand même un terrain pour s'astiquer depuis le début. Je sais bien que pendant des années, on a vu que des courses de côte sur les derniers cols, il y avait très peu de mouvement ou machin ou truc. Mais là, il y a quand même tout ce qu'il faut pour faire du mouvement. Si tu arrives à esseler un mec en haut du Grand Saint-Bernard, franchement, c'est la merde. Et après, parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'esseler un mec en haut du Grand Saint-Bernard. Regarde, je te dis, reprends l'étape du Granon. Regarde. Ouais, mais alors l'étape du Granon, juste avant, c'est le Galibier côté Valoir, et il n'y a pas de plaine entre le Galibier et le Granon. Je te parle pas du Galibier, moi je te parle du col d'avant. Dans le Galibier, ils se mettent la misère, mais avant, il y a de la plaine un peu entre les deux cols. Et quand tu regardes qui passe au sommet du premier col, dont j'ai oublié le nom, là, faudrait que je l'ai sous les yeux. Montvernier et Télégraphe. C'est déjà en petit groupe, hein. C'est devant, il y a déjà même pas une dizaine de coureurs, ça se tape, je veux dire, et clairement, moi je pense que les manœuvres, elles peuvent commencer largement dès le haut du Grand Saint-Bernard, c'est absolument pas un souci, il y a tout ce qu'il faut pour, le col il est long, il est difficile sur la dernière partie, il est très roulant au début, je suis totalement d'accord avec vous, mais en vrai, le Grand Saint-Bernard sur la dernière partie, comme j'ai dit, on a quand même 10 bornes à 7,6%, les équipiers ils pourront être fatigués, il y a des pentes à 18% dans lesquelles on peut largement mettre une grosse pépite et je pense que tu peux, si tu veux vraiment retourner le Giro, tu peux attaquer dès ici, parce que si le mec il est esselé là, il y aura beau avoir à rouler entre la fin de la descente de Croix de Cœur et le début de la dernière montée, si t'es esselé avant Croix de Cœur, au pied de Croix de Cœur, tes mecs ils rentrent jamais pour t'aider dans la vallée après, hein. Donc pour moi, clairement, il y a un profil où ça peut se tabasser dès très tôt. Après, c'est clair que si tu commences à te bastonner au sommet de Croix de Cœur pour sortir avec 30 secondes d'avance sur les coéquipiers de ton adversaire qui est dans ta roue, ça n'aura servi à rien, on est d'accord. Oui. Mais si tu commences en haut du Grand Saint-Bernard, ensuite tu remontes direct sur Croix de Cœur. Si tu passes au sommet de Croix de Cœur et que tu as lâché l'autre, même s'il y a 22 bornes à rouler, si tu as lâché les mecs qui te collent au basque au milieu de Croix de Cœur, t'as largement ce qu'il faut pour aller gagner, et même si tu les lâches pas ici, t'as largement ce qu'il faut pour les terminer dans la dernière montée, hein. Et la dernière montée, c'est pas 7 km à 6%, hein. Ça reste quand même 13 km à 7,2. Je veux dire, quand tu t'es tapé ce qu'il y a à se taper avant, en plus, on espère avec un temps un peu pérave où ils vont avoir bien froid et ça va bien les fatiguer. Désolé pour vous les coureurs, mais on est un peu vicieux. Avec de la neige. C'est ça, avec de la neige. Et il y aura pas de voiture derrière pour que vous ayez à manger et vous serez obligé de manger de la neige. Tu vois. Non, mais clairement, il y a moyen. Pour moi, il y a clairement moyen. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est clair que si tu commences à te friter dès le haut de Croix de Cœur, la vallée entre fin de la descente de Croix de Cœur et Crans-Montana, elle va remettre tout le monde à égalité, quoi. Ouais, j'aurais plus vu étape de 3e semaine, tu vois, ça. Fin de 3e semaine, là, c'est sûr que ça aurait pu faire mal, et encore. Je trouve que ça ressemble trop aux étapes du Tour de France, en fait, ça. Par rapport à toutes les autres étapes de montagne que propose le Giro, avec la Madeleine et tout là. D'habitude le Giro, ce Giro aussi et ce Giro en particulier, il propose une montagne qui est assez atypique, c'est avec des cols très raides, très durs, alors que là je trouve que les cols sont pas très durs en fait. Je vois. Tu vois, par rapport à l'étape du Granon, si on revient à comparer, les cols sont moins durs. Et c'est pour ça que je suis quand même assez sceptique. Ouais. Mais on verra bien. Messieurs, je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir pour cette première étape. Raph, si on reste en ordre chronologique, je pense que prochaine étape est la tienne. Et à mon tour, moi je décide de prendre une étape avec 100 mètres de dénivelé en plus encore. On était déjà à 5100, mon étape elle fait 5200 mon gars. C'est elle avec le plus de dénivelé. C'est vrai. Et j'ai réécouté votre vidéo sur la présentation du parcours du Giro qui est vraiment très bien d'ailleurs. Oh, merci. Et vous avez passé hyper peu de temps à en parler de cette étape en fait. Et alors que elle me semble vraiment, j'ai l'impression qu'il y a tout pour que il se passe quelque chose de grand, d'incroyable. En fait, déjà cette étape, c'est le début de la 3e semaine, première étape de la 3e semaine, juste après un jour de repos. On sait tous très bien que le lendemain des jours de repos, c'est relativement difficile.
En plus de ça, l'étape du lendemain, elle est pépère. C'est du Tout plat. faux plat descendant Ouais, c'est ça. tout le long. Toboggan. Voilà, c'est ça, toboggan. Donc, si on regarde le profil de cette étape, on voit que en fait, c'est pas forcément une étape de haute montagne. Enfin, c'est même pas une étape de haute montagne parce que ça monte pas très haut. Il monte jamais au-dessus de 1250 avant la montée finale. Mais par contre, c'est une étape de moyenne montagne qui fait mal sa race parce qu'il n'y a aucune transition. Les mecs, ils font que monter, descendre, remonter un peu, redescendre, remonter. La descente entre c'est le Matassone et le pied de Serrada, la montée de Serrada, c'est les plus horribles descentes que connaissent les cyclistes. C'est les descentes qui descendent pas vraiment et qui remontent un peu tout le temps. C'est horrible, c'est atroce et c'est ce qui te fait le plus mal. Et en fait, cette étape, elle va être ultra casse-pattes. Heureusement, elle est longue. Elle fait plus de 200 bornes. Plus de 200 bornes avec 5200 de dénivelé et une montée finale à Monte Bondone qui est relativement raide. Si je me souviens bien, il faut que je vous redonne les pourcentages. Mais on a un 15% max et on a... alors, on a une... En fait, c'est un peu en deux parties. On a une bonne première partie, ça monte à 9. Après, ça se calme. On a un passage à 3,4% en plein milieu. Et puis, sur la dernière partie, sur les 10 derniers kills, en fait, il y a 8,2. Puis de nouveau en haut. Enfin, non, sur 9 kills, on a ça, là, 8,2. Puis de nouveau en haut, ça se tasse un peu. Ça se tasse un peu à nouveau sur le haut de l'ascension. Voilà, 9 kills à plus de 8%. Là, tu peux faire des écarts si tu as quelqu'un qui, justement, s'est laissé avoir, s'est pas bien alimenté, a perdu trop de coéquipiers dans les bagarres successives. Et là, si tu décides de lancer la bagarre assez tôt, parce que tu sens que tu as les jambes, que les montées, elles sont pas forcément hyper longues, et c'est des étapes qui plaisent tout à fait à Roglic ou à Remco, parce qu'en fait, c'est des montées courtes où tu montes tout en intensité. Je pense que c'est là que le Giro peut se jouer et je pense, allez vas-y, moi aussi je lance mon prono, celui qui est en jaune le lendemain matin, en rose pardon, qui est en rose, celui qui est en jaune le lendemain matin sera Jonas Vingegaard chez lui en claquette en claquette en train de dire j'ai un beau maillot. Le toboggan en rose restera en rose jusqu'au bout. Ok. Écoute, et ben en fait, je suis assez d'accord avec toi. Malheureusement pour moi, c'est pas là que le Giro va se jouer. Je m'explique. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai envie de croire qu'en effet, celui qui sera le plus en forme. Alors, déjà pour l'histoire du lendemain de journée de repos avec l'étape tranquillou derrière, c'est un argument comme pas un argument dans le sens où justement, ce sera peut-être le lendemain de la journée de repos. Les mecs seront un peu en mode genre, on a les jambes un peu lourdes, on va tellement se castagner dans les étapes de fin de semaine qui restent que celle-là, on va peut-être la faire passer un peu à l'as. Surtout que le lendemain, il se passera rien. Bon, autant faire 2 jours pas trop violents et ensuite on se castagne sur la fin. Mais il y a aussi l'argument de dire s'il y en a un qui est pas bien et qu'il y en a un autre qui a du temps à reprendre, faudra pas perdre de temps et dès cette étape, il y aura le terrain pour. Et du coup, par rapport à ce que j'ai dit au début, je vais rester fidèle à mon prono. Je vois bien, en effet, peut-être un changement de leader en haut de montée bandonnée, mais qui sera dans une dynamique qui aura déjà été lancée avant. C'est-à-dire que, comme je te disais, je vois bien Remco prendre du temps au début, Roglic commencer à inverser la tendance sur l'étape 13, et potentiellement reprendre le pouvoir ici. Mais je vois pas ça comme vraiment on va avoir un retournement de situation ou une découverte de en fait lui était meilleur ou je pense plus que c'est une étape qui va venir confirmer un état de forme qu'on aura déjà commencé à voir dans la deuxième semaine quoi. Et puis mine de rien cette dernière ascension bah ouais il y a une partie difficile mais je trouve qu'elle est aussi un peu mi-figue mi-raisin avec tous ces replats ou machin où ouais il faudra clairement s'accrocher sur la partie comme on disait, là, où il y a 8 km à 8%, mais en même temps, sur la fin, c'est de nouveau tout plat. En même temps, avant cette partie-là, là, avant le 11e kilomètre, on a quand même presque 4 km à 3,4%. Au début, ça monte très raide au début, mais après, tout de suite, il y a de nouveau des passages pendant 1 km à 1%, donc ça monte même pas. Enfin, je me dis que clairement, là, si les mecs sont... Ouais, il y a que 7 km, en fait, à 8,2% quasiment, 7,5%.
c'est beaucoup, mais je veux dire, c'est... Enfin, un col de 7,5 à 8% pour des mecs de ce niveau-là, 7,5 km, je veux dire, c'est pas incroyable, quoi. Surtout si on a pu se mettre un peu en jambes avant et tout, et que derrière, on sait qu'il y a 2 km sur lesquels on va pouvoir un peu avoir du replat. Donc j'ai quand même du mal à voir vraiment potentiellement de gros écarts faits dans cette montée. Donc pour moi, le Giro va pas jouer là. Un changement de leader et un nouveau leader qui montrera sur la reste de la semaine que c'était bien lui le meilleur, pourquoi pas. Et je peux te suivre dans ce sens-là. Mais par contre, un vrai renversement ou un truc auquel on s'attendait pas, non, pas sur cette étape-là. Ok. Moi, cette étape, elle me plaît beaucoup. Déjà, Raph l'a dit, en fait, c'est le fait qu'elle soit déjà en début de 3e semaine. On sait que le Giro, c'est une course qui se joue beaucoup en 3e semaine. C'est là où il va falloir être le plus fort et où il va falloir soit rattraper un peu les retards qui ont été effectués en 2e semaine, enfin dans les 2 premières semaines, pardon, ou alors justement garder le travail mis en place. En fait, ce qui me plaît beaucoup dans cette étape, c'est l'irrégularité, c'est-à-dire qu'on va monter, redescendre, remonter. Même les descentes, Raph l'a dit aussi, c'est pas des vraies descentes. Et puis, il n'y a pas vraiment de portion de plat à part au début. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez fini un col, vous descendez, vous en remontez un tout de suite après. C'est du casse-pattes, ça fait mal aux jambes. Et la montée la plus dure, c'est la dernière. Elle est longue, elle fait plus de 20 bornes. Et en fait, cette montée, elle convient parfaitement. Moi, je trouve qu'elle convient parfaitement, à un Remco. C'est une montée qui est quand même aussi un peu irrégulière, c'est-à-dire qu'on a au début 9%, ensuite ça redevient un petit peu plat, puis ça remonte pendant 3 bornes à 7,5, puis c'est un peu plat. Donc en fait, ça peut être des moments où tu te dis c'est dur, je prends 30 secondes, je vois le groupe devant moi, je reviens un petit peu parce que c'est plat, puis je reprends encore du temps derrière. Et puis il y a ce petit passage là à 15%, aller à calcul 5 km de l'arrivée. Et en fait, ce passage-là, il laisse beaucoup d'espoir pour mettre un coup de cul et pour partir, en fait, aller chercher la victoire, sachant que la dernière partie de l'ascension est beaucoup plus dure. Donc, en fait, c'est une étape qui va faire mal à ceux qui, en fait, n'ont plus de force pour entamer la 3e semaine. Et elle va, pour moi, permettre de voir qui va gagner, en fait. Parce que pour moi, celui qui va gagner là-haut et celui qui sera dans le... Ou alors s'il y a un groupe qui arrive à genre 3 ou 4, pour moi les 4 mecs qui arrivent là-haut ou le mec qui arrive là-haut, pour moi le gagnant de Giro il va être là parce que l'étape elle est difficile, elle est irrégulière, elle est en début de 3e semaine et c'est un profil qui laisse tout pour que tu puisses attaquer et finir l'étape en solitaire. Donc pour moi celui qui gagne ici c'est celui qui gagnera le Giro, je suis d'accord là-dessus. Moi j'ai une question, Rav, juste Vas-y. du coup, hormis l'argument que c'est lendemain de journée de repos et que potentiellement certains auront les jambes lourdes, si c'est une question de toboggan, de difficile, de machin, de truc, pourquoi pas choisir l'étape 19 en fait, qui pour moi est un peu l'étape 16, mais avec absolument tous les critères réunis, c'est-à-dire des montées qui me semblent plus dures, plus condensées, où on est vraiment tchac, où le lendemain en fait il n'y a plus qu'une étape à jouer, donc si tu dois vraiment tout donner, tu donneras tout là-dedans, et je trouve qu'en fait l'étape 19 c'est l'étape 16 mais en mieux. Hormis, juste pour moi, l'argument de c'est pas le lendemain d'un jour de repos si potentiellement quelqu'un se sent pas bien, quoi. Moi, je m'attendais tellement à cette question. Je l'avais même préparé. Bah ouais, mais du coup, En fait, logique, je pense. Je suis d'accord avec toi. Cette étape 19, c'est l'étape 16 en mieux, en plus haut, en plus dur. Enfin, elle fait encore même plus de dénivelé, tu vois. Elle fait 5400, elle est monstrueuse. C'est des trucs qu'on voit même pas sur le Tour de France, des trucs comme ça en fait. C'est juste ahurissant. Pourquoi j'ai pas choisi celle-là ? Parce que je pense vraiment que le plus fort aura déjà montré qu'il était le plus fort pendant l'étape 16. L'étape 19, elle va venir confirmer, certainement. Mais pour moi, l'étape 16 va être la démonstration de celui qui sera le plus fort, qui réussira à mettre l'autre dans le rouge, ou les autres dans le rouge, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais pour moi, c'est dans l'étape 16 que ça va se jouer. Okay. À moins que ce soit dans l'étape 1, parce que Roglic, il va tomber et il va se blesser. Mais... Non, mais Roglic, s'il tombe sur une étape, c'est pas sur l'étape 1, c'est genre sur l'étape 17, tu vois, avec le rose, après l'avoir récupéré la veille. Ouais, c'est ça. Arrête, parle pas de malheur. Mais du coup, Poppy, si tu veux nous présenter ton étape, après nous avoir dit que t'étais d'accord sur le fait que le mec en rose allait gagner à l'étape 16, j'espère que t'as de bons arguments pour nous dire comment ça va se retourner sur la dernière étape, hein, parce que...
Ouais, parce que en fait, j'ai sorti mon tableau de Liège, parce que moi, bon, j'ai choisi la 20e étape. La 20e étape, le chrono. Un peu plat quand on regarde le début, puis très très raide à la fin. Et en fait, j'ai sorti mon tableau de Liège. Alors, j'ai mis la photo de Roglic dessus. Alors, j'ai mis OK, Roglic. Bon, bah, leader du tour, ouais, ça peut le faire. Ah, il y a un chrono. Ouais, bon, Roglic, ça va. Ah, c'est une montée raide à la fin du chrono. Bon, bah, Roglic va perdre alors ici. Ça me paraît logique. Non, mais dans l'idée, en fait, de ce chrono, je le trouve intéressant. Déjà, le chrono de la planche, moi, ça me fait penser tout de suite à ça parce que c'est la ref ultime que j'ai. Mais en gros, ça fait beaucoup penser au chrono de la planche. Et au chrono de la planche, il s'est passé un événement incroyable. Le tour s'est joué dans la dernière étape. Et là, en fait, de ce qu'on peut voir dans le début de saison et des personnes qui vont partir sur ce Giro, je trouve qu'on va pouvoir voir une étape incroyable, mais du début à la fin, et qui, pour moi, le Giro va jouer ici. Parce que si tu prends pas, normalement, ce qui devrait pas être, j'espère pas être le cas, tu prends pas 5 minutes, tu peux quand même perdre du temps dans cette montée. Tu peux perdre 2 minutes, tu peux perdre 3 minutes, on sait jamais comment ça se passe, parce que c'est une montée qui est très dure. Détail de la montée, c'est une montée, non, c'est incroyable, quand je l'ai sous les yeux, c'est ouf. La montée, c'est 7,3 km à 12% de moyenne. 12%. Oh bah ça va. D'habitude c'est l'inverse. On a plus de 15. Il y a les 5 premiers kilomètres, c'est 15 de moyenne. Enfin, c'est un mur. Le truc est un mur. Heureusement qu'il y a un petit passage à 4%. Vous avez vu qu'ils ont sorti une couleur qu'il n'y a pas d'habitude sur les autres cols, là. C'est le violet. Ils se sont dit, attendez. C'est pour. Bon, tout ce qui sera au-dessus de 22, ce sera violet. Voilà, comme ça c'est fait. Et là, il y a quand même incroyable. 2 passages en violet. Hein, pour, C'est incroyable. C'est fou. Genre, l'étape, elle fait 19 bornes. Il y a 1000 de dénivelé. Non, mais c'est dingue. Et du coup, en fait, ce col-là. J'ai vu qu'ils autorisaient un changement de vélo à partir du kilomètre 9,5. Ah, bah, j'espère. J'espère, parce que je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Hein. T'imagines, ça aurait été génial. Est-ce que tu changes de vélo ? Est-ce que tu changes de vélo sur une étape comme ça ? Non, je sais pas. Ah, tu veux dire que tu pars direct en vélo sans chrono ? Genre. Bah ouais, tu pars direct en vélo de montagne. Ouais, limite. Hein. Je sais pas. Après, t'as quand même 10 bornes. Sur 10 bornes, tu peux déjà faire quelques écarts. Tu fais quoi ? Tu peux faire 30 secondes sur 10 bornes ? Est-ce que c'est plus utile que tu prennes un vélo de montagne et que tu fasses pas le changement, plutôt que tu prennes un vélo de chrono et que tu fasses le changement? Ça va avoir du temps que tu gagnes. À l'inverse de la planche, où pour le coup, il y avait vraiment une grosse partie plate au début. Il y avait quoi ? Il y avait presque 30 bornes ou 25 bornes. Ouais, c'est ça. Là, il y a que 10 bornes. C'est vrai que Raph, si le changement prend plus de 20 secondes, pour moi, ça vaut pas le coup de partir en vélo de chrono. Et est-ce qu'on peut voir, du coup, Poppy, l'étape se jouer sur le changement de vélo ? Bah, je pense pas. Celui qui reste en vélo de chrono. À moins que Roglic tombe en changeant de vélo. Non. Non, mais pour moi, le Giro va se jouer là parce que, pour un peu conclure, il y a plein de mecs potentiels à la victoire et plein de mecs potentiels à gagner qui seront encore en course pour gagner le Giro. Bon, on a évidemment Remco. Est-ce que Remco, dans un chrono sur des pentes à 15% et sur 12% de moyenne pendant 7 km, est-ce qu'il peut tenir le rythme ? Est-ce que Roglic va revoir ses vieux démons arriver avec cette histoire à la planche ? On a aussi d'autres mecs, je sais pas, bon, c'est peut-être un peu, je m'emballe un peu, mais Filippo Ganna, est-ce qu'il est capable de tenir un chrono comme ça ? On sait jamais. Emballé. Ah, ça y est, tu t'es emballé. Non, mais j'en sais rien, tu vois. si, moi je te le dis, tu t'es emballé. Ok. Gaviria, attendu. Gaviria, il va gagner. Moi, je pense qu'un Stéphane Bissegger, c'est court, tu vois, il devrait être. Non. Non, mais t'as des mecs aussi qui peuvent être dans un top 5 ou encore dans l'idée de jouer le podium, mais vrai. Au final, le fait que ce soit un chrono, un chrono en montée, ça te plombe tout. Donc en fait, je me dis, il va y avoir beaucoup de changements dans cette montée. Il fait le Giro, Simon, ou pas ? Je sais pas. Il est pas dans la start list, je crois. Parce que tu vois, ça, pour le coup, c'est une étape à la Simon. Un mec qui va bien en chrono en règle générale, tu lui mets une montée du feu de Dieu sur la fin. Là, le mec peut te faire une perf, tu vois. S'il est dans un bon jour. Si, dans un bon jour. Ah, ça monte presque encore un peu trop pour un Vlasov, non ? À voir. Je sais pas. Hein. Je sais pas non plus. En plus, Vlasov, fin de 3ème semaine. Pardon. Après, t'as des... Arensman, il avait fait un beau chrono sur Tirreno. Ouais, ou un Joao, un Almeida bien en forme. En plus, on sait que généralement, en fin de tour, il est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est pas un grimpeur... Ça, il va garder son rythme.
Bah, tout le long. si justement, c'est plutôt Almeida, un mec je veux qui bien reste qu'il- à son rythme, Almeida. Ouais, tu mais vois, il reste est à en son mode, rythme, mais en fait, son rythme, moi je trouve que quand il a un rythme en montée, il se base sur celui des autres aussi. C'est-à-dire que là, t'as aucune référence, donc tu dois adopter un rythme tout seul. Ouais, mais Et c'est du coup, Almeida, il- il aura déjà pris 10 minutes en plus. Non mais d'accord, mais pas pour retourner le Giro, pour en potentiel vainqueur. Moi je pense que Almeida en plus il finit bien, tu vois, s'il est là au départ, ça peut être un truc qui lui va bien. Hein. Ouais, bon, on verra, mais en tout cas, ouais, enfin, il y a beaucoup de choses qui, moi, me laissent penser que le Giro va se jouer là. Et en fait, même si t'as 1 minute ou 1 minute 30 d'avance au début de cette étape-là, Ouais, carrément. bah, tu peux tout perdre en fait. Là, tu peux tout perdre. Même 2 minutes, hein. Il suffit Ouais, que t'aies une ouais. énorme fringale ou un gros coup de mou, c'est Ouais, ouais. fini. Ou juste que t'aies pas les Non, jambes. ça, enfin, c'est que- vrai. Ouais, ça je suis totalement d'accord avec toi Antoine. Du coup, Moi, en fait, je me dis, tous les efforts que tu peux avoir fait depuis le début, d'avoir chopé un petit peu de temps par-ci, un petit peu de temps par-là, bah, il suffit que tu sois en fait à égal. Imaginons Roglic Remco, s'ils sont à égal quasiment tout le long du Giro, genre allez, il y a 1 minute 45 secondes d'écart, bah en fait, tout va se jouer là, quoi, parce que tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre ici. Et bah, on parle pas d'un chrono où la montée, c'est genre merci, c'est 10 bornes à 5%, super. Là, on parle de 8 bornes à 12%. C'est incroyable. Ça Ouais, va ça n'a être pas de très sens, très ouais. dur là. Et en fin de 3e semaine en plus, ça va faire vraiment mal. Hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Antoine, et je suis surtout d'accord avec ton argument de. Enfin, j'ai beaucoup aimé ton argument de. Et s'il y avait un mec en embuscade qui pouvait? Et ouais, c'est vrai, en fait, un mec en embuscade, il peut Ouais. venir même renverser le Giro, tu vois, s'il a pas pris trop cher avant, ce qui m'étonnerait, mais Moi, je pense à Kamna, tu vois, là-dedans. Ah, j'ai peur que les étapes de montagne je sais pas, précédentes. c'est dur de lancer des noms comme ça Oui, oui, dépendra non, mais- de tout le Giro, comment il s'est passé, etc. Mais Tout le monde sait que c'est la Mais, buitre qui va s'imposer. un mec, par exemple, un mec à 2 minutes, Ah, ouais. il peut renverser tout. Une petite buitre là Complètement, comme et, ça, cachée. Et Caché, dans hein. des trucs comme ça, tu peux faire des écarts de dingue, de malade. Et, Ah bah ouais. et ouais, franchement, ça donne trop envie, quoi. Et j'avais pas On a vu presque l'équipe envie d'y aller. qu'Ineos ils annoncent, mais en vrai ils vont envoyer du lourd là, hein, s'il y a tout le monde, du Arensman, du Thomas, du Sivakov, du Goggenhardt, Ghana et tout, il y aura du. Est-ce qu'il y aura un Et, coureur capable de faire ultra bien, je sais pas, mais par contre il y aura du monde. Hein. Petite parenthèse. Le Monte Lussari, vous savez à côté de quel pays c'est? Non. À côté de quel Dis-nous. pays c'est C'est à moins de 10 bornes à vol d'oiseau de la Slovénie. Ah. Ah, ils finissent comme l'an dernier finalement. Les Slovènes Quasiment sur le bord des Slovénie. routes. Franchement, c'est Ok. Les c'est Slovènes une sur le bord des enclave routes. italienne en Slovénie. Hein. Ok, stylé. Bon, écoutez, messieurs, écoute Antoine, je pense que l'argument qui m'a Alors, bien sûr que cette étape, je l'avais aussi dans un coin de la tête, mais c'est vrai que ce qu'elle a de ultra flippant, c'est ça, c'est qu'on se dit que sur une dernière étape de montagne en ligne, perdre 2 minutes quand t'as ton équipe et tout, c'est un peu chaud. Mais c'est vrai que ce que tu dis fait froid dans le dos, mais oui, en fait, sur ces 8 derniers kilomètres, là, dramatique, en fait, si t'es vraiment pas dedans, tu peux prendre, mais tellement cher, quoi. Toute ton année peut se jouer là. Hein. Si Putain. ton objectif c'était le Giro, tu peux tout perdre ici. Mec, si t'es mal dans le petit passage là, fin du kilomètre 1 à 18-22% là, et que ça te sabre pour le reste de la montée, c'est finito pipo quoi. Tu peux bâcher. Préparez-vous à un chrono comme ça sur la Vuelta l'année prochaine, hein, parce qu'ils se seront rendus compte que ça marche et sur le Tour de France et sur le Giro. Possible. Ah, c'est clair. Mais il y en a un qui connaît. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'il y en a un qui connaît très bien l'association que c'est de je suis à bloc et je perds du temps dans une montée. C'est Roglic. Et ça, moi, ça me rend encore le truc encore plus intéressant, je trouve. Lui, il Après- sait ce que ça fait de perdre dans une situation comme ça, tu vois. Ce serait Les autres, tellement ça pas beau. vraiment. Ce serait tellement beau de se dire, tu sais, Roglic qui gagne le Qui gagne Giro là-dessus. sur un truc Ouais. comme ça, quoi. Il se dit, bon, bah, Ouais. ok, c'est pas le Tour. Parce que bon, moi, je mets quand même le Tour de France devant le Giro sur un palmarès. Mais Bien putain, sûr. je me suis un peu vengé quand même, quoi. Et contre un premier de la classe, comme Pogacar l'était au moment où il. Et est-ce que cette montée est pas plus adaptée à Roglic qu'à Remco? Est-ce que Roglic est pas plus fort dans les forts pourcentages? J'aurais tendance à dire que si, moi, je vois plus Ouais, un je pense Roglic moi qu'un aussi. Remco fort sur un chrono comme ça, ouais. Allez, Roglic récupère le maillot rose. Ou Roglic a le maillot rose en bas. Avec son casque de travers. Là, ça serait vraiment magnifique. Bon, allez, messieurs, on commence un petit peu à divaguer. On va laisser les collègues parler des favoris et de comment ils vont gagner ce Giro. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Étape 13, étape 16 ou étape 20. Dites-nous dans les commentaires de vos côtés
quelles étapes vous avez choisi et quelle étape, selon vous, sera l'étape pendant laquelle le Giro va jouer. Et bien évidemment, si vous nous découvrez, comme on l'a dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. On continue ce super objectif 1000 abonnés pour le début du Giro, donc on compte bien fort sur vous. Messieurs, encore 2 petites semaines devant nous, et puis après, c'est partito, comme on dit. Ah ouais, moi j'ai hâte, mais même pas 2 semaines, il y a 9 jours avant le pas prologue. 2 petites semaines, hein, très petites. Ah ouais. tout petit. Raccourci. Une grosse semaine, Voilà, d'accord. c'est ok. plutôt une grosse semaine, on est d'accord. Bon, très bien, mesdames, messieurs, pensez à vous alimenter, hein. Le printemps est presque là, mais c'est justement dans ces moments-là qu'on fait une bonne grosse fringale lorsqu'il y a un coup de froid. Prenez soin de vous, à tout bientôt, et à tout bientôt pour le Giro. Ciao, ciao. Ciao tout le monde, salut. Allez Romain Bardet.